Bonjour à tous. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter en ce début 2024 une bonne et heureuse année, qu'elle soit porteuse de bonne santé, de réussite et de satisfaction pour tous. Nous nous retrouvons en ce début d'année pour ce désormais traditionnel rendez-vous d'actualité sur la loi de finances 2024. En effet, comme chaque année, le mois de décembre a vu l'adoption de la loi de finances au Parlement et elle apporte son lot de changements et de nouveautés, que ce soit sur la fiscalité des particuliers, de l'immobilier, des agriculteurs et des professionnels en général. Nous n'aurons pas la possibilité d'être exhaustifs au cours de ce webinaire, tant les lois de finances sont chargées de modifications de dispositifs ou de nouvelles mesures. Nous aborderons donc ensemble les principales mesures décidées et leurs impacts. Pour ce faire, j'accueille Jean-Paul Mathis, fiscaliste à la direction de l'expertise, et Martin Lamberti, expert comptable sur l'agence de Toul. Ensemble, je vous propose de traiter dans l'ordre la fiscalité, les impacts sur la fiscalité des particuliers du patrimoine, sur la fiscalité des pros avec un zoom sur les employeurs, et pour finir, les impacts sur l'activité agricole. Démarrons, si vous le voulez bien, par un sujet qui nous concerne tous, les mesures pour les particuliers. Jean-Paul, quels sont les changements du côté de l'impôt sur le revenu? Alors, bonjour à tous tout d'abord, et à mon tour de vous souhaiter une bonne année 2024. Donc, cela bouge très peu du côté de l'imposition pour les particuliers cette année. La principale évolution concerne les limites de tranche du barème qui augmentent de 4,8% pour contribuer à neutraliser les effets de l'inflation. Cette hausse de 4,8% s'applique également, entre autres, au quotient familial et à la décote. Vous voyez un tableau qui s'affiche, vous voyez apparaître les nouvelles tranches d'imposition. En revanche, les taux d'imposition ne changent pas. Ce nouveau barème s'appliquera donc sur les revenus 2023. Notez en revanche qu'il n'y aura pas de revalorisation du seuil de 250 000 € sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et Martin, j'ai entendu que ça bougeait aussi du côté de MaPrimeRénov'. Déjà, bonjour à tous et puis bonne année. Donc, effectivement, c'est sans doute là où il y aura plus de changements pour les particuliers, avec des impacts également pour les artisans du BTP. Le dispositif va évoluer avec pour objectif d'accompagner plus particulièrement la rénovation lourde de biens dont le diagnostic de performance énergétique, DPE, est classé en F ou en G. Nous sommes toujours en attente des décrets pour acter ces évolutions et leur date d'entrée en vigueur, mais dans les grandes lignes, cela va se décliner en 3 parties. Donc, tout d'abord, MaPrimeRénov', pour installer en priorité un système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire décarboné, c'est-à-dire fonctionnant avec une énergie moins polluante et plus économe. Et ensuite, il y a MaPrimeRénov' parcours accompagné, pour une rénovation ambitieuse qui permet un gain de 2 classes énergétiques au minimum. Cette démarche nécessite d'avoir un accompagnateur Rénov'. Cet accompagnateur aura notamment pour mission de réaliser un audit énergétique, de vous orienter vers des professionnels certifiés RGE et de vous guider dans les démarches pour obtenir les aides. Attention, il s'agit d'un service payant qui peut toutefois être pris en charge partiellement ou intégralement selon vos revenus. Et pour finir, il y a MaPrimeRénov' copropriété pour la rénovation des parties communes en copropriété. Chacune de ces mesures nécessite la mise en place d'un DPE ou d'un audit énergétique. Ces évolutions sont importantes pour les particuliers comme pour les artisans du BTP qui vont devoir faire le lien avec l'accompagnateur et suivre les délais pour mobiliser les aides dans les temps. J'en profite du coup pour préciser que ces dispositifs sont principalement réservés aux rénovations de biens résidentiels, donc à usage résidence principale, pour les propriétaires ou les bailleurs personnes physiques, et elles sont soumises à conditions de revenus. Autre sujet qui concerne de plus en plus de particuliers et qui nous amène à la gestion de patrimoine, la location de meublés. Jean-Paul, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur les mesures fiscales attendues? Oui, pour les loueurs de meublés de tourisme non classés, donc hors gîte, chambre d'hôte, qui sont en microbic. Donc typiquement les locations sur des plateformes comme Booking, Airbnb, l'administration prévoit une forte réduction de l'avantage fiscal. Donc les règles vont s'aligner sur celles du microfoncier, donc beaucoup moins avantageuses. Concrètement, le plafond pour ces microbics passe de 77 700 € à 15 000 €. Ce qui veut dire qu'au-delà de 15 000 € de recettes, vous devrez passer en régime réel et donc quitter ce statut de micro-entreprise. Et de ce fait, vous devrez également tenir une comptabilité commerciale. De plus, l'abattement qui est prévu pour les microbics passerait quant à lui de 50 à 30%. En revanche, pour les loueurs de meublés de tourisme classés, la limite d'application du régime du microbic reste fixée à 188 700. L'abattement de 71% reste également applicable.
un abattement complémentaire serait envisagé sous réserve du respect de 2 conditions cumulatives. Donc ces conditions sont les suivantes. Le chiffre d'affaires doit être inférieur à 15 000 euros et la location doit se situer dans une zone, ne doit pas se situer dans une zone géographique qui se caractérise par un déséquilibre important entre l'offre et la demande des logements. À ce jour, et sous réserve de dispositions contraires, ces mesures, que ce soit pour les classés ou les non classés, seraient applicables pour les revenus 2023. Mais on attend des précisions sur ce point. La fiscalité locative pourrait encore être revue en 2024. Et à ce jour, cette mesure pose des difficultés d'application, donc nous sommes dans l'attente de modifications. Donc au final, une mesure qui risque de ne pas s'appliquer. Néanmoins, en l'absence de modification, les délais sont assez contraints, elle reste d'actualité en l'état. On espère une évolution avant les déclarations de revenus. Est-ce qu'il y a des changements concernant les placements immobiliers, Martin? Oui, on peut noter 2 changements. Donc, le premier sur les plans d'épargne retraite. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2024, il n'est désormais plus possible d'ouvrir un PER pour un mineur ou d'effectuer des versements dessus. Pour compenser, un nouveau produit d'épargne sera créé à partir du 1er juillet 2024 en contrepartie pour les jeunes de moins de 21 ans. Il s'agit du plan d'épargne avenir climat ou PEAEC. Il prendra la forme soit d'un contrat de capitalisation, soit d'un compte à terme, avec un plafond qui reste à définir, mais qui devrait rester proche de celui du livret A. Ces produits ne seront pas soumis à l'impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux, mais ils resteront réintégrables au revenu fiscal de référence à la clôture du produit, c'est-à-dire à l'âge de 30 ans au maximum. Un décret doit encore paraître pour en définir les modalités de fonctionnement. Très bien. Toujours côté patrimoine, nos conseillers en gestion de patrimoine et nos juristes proposent régulièrement et mettent en place régulièrement des pactes du trade pour nos clients. J'ai cru comprendre qu'il y avait également des évolutions d'actualité sur ce dispositif. Alors en effet, le pacte du trade n'évolue pas en tant que tel, mais la loi de finances 2024 apporte quelques précisions, et notamment une sur le cas particulier des locations meublées et une sur les holdings animatrices. Mais avant de parler de ces 2 précisions, un petit rappel sur l'utilité du pacte du trade. Donc, ce dispositif permet de bénéficier d'un abattement de 75% sur la valeur soumise aux droits de mutation à titre gratuit, et ce, sans limitation de montant. Donc, cet abattement est valable pour la transmission par donation, mais également en cas de décès. Dans le cas, donc les 2 précisions qui sont apportées par la loi de finances, dans le cas des locations meublées et équipées, la loi de finances 2024 confirme qu'elles ne sont pas éligibles au pacte du trade. Deuxième précision, pour ce qui est des holdings, la loi de finances vient clarifier un flou définissant de façon spécifique les holdings animatrices qui sont éligibles au pacte du trade. Très bien. Sur ces points spécifiques, en particulier sur le pacte du trade, je vous renvoie d'une part au webinaire qui a eu lieu l'année dernière sur ce point. Il est disponible sur notre chaîne YouTube. D'autre part, pour les cas individuels, le plus simple, c'est vraiment solliciter nos conseillers. Ils pourront étudier votre propre situation et construire avec vous un plan d'action adapté à votre transmission. Autre point technique, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, pour lesquels les règles évoluent également. Alors oui, une évolution est en effet apportée sur la valorisation des parts de société. À compter de l'IFI 2024, pour valoriser les titres de société, seules les dettes affectées à un bien immobilier seront déductibles. Donc en seront désormais exclus le financement de la trésorerie ou des comptes courants associés. Là encore, si vous êtes concerné, vous souhaitez avoir des renseignements là-dessus, n'hésitez pas à contacter nos conseillers qui sont là pour vous accompagner. Je vous propose de passer maintenant à la partie fiscalité des professionnels. Nous en avons parlé largement en 2023. La facture électronique obligatoire qui devait entrer en vigueur en juillet 2024 pour toutes les entreprises a été reportée. La loi de finances a précisé les nouvelles dates de déploiement. L'obligation d'émettre les factures en format électronique va s'appliquer dès le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et à partir du 1er septembre 2027 pour les PME et TPE et micro-entreprises. On avait une date initiale au 1er janvier 2026. Cependant, l'ensemble des entreprises, donc grandes entreprises, petites entreprises, TPE, micro, devront être en mesure de recevoir les factures électroniques à partir du 1er septembre 2026.
Là-dessus, je vous invite, si vous n'avez pas pu assister à nos réunions de décembre sur le sujet, à regarder les vidéos qui présentent cette réforme sur la facturation électronique. Elle est disponible, elle aussi, sur notre chaîne YouTube. Martin, quelles sont les autres mesures qui concernent les entreprises? Alors, il y a trois principales autres mesures. Donc, tout d'abord, la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, évolue. Alors, la CVAE, elle concerne les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros et elle devait être supprimée en 2024. Sa suppression est finalement repoussée à 2027 avec un abaissement progressif des taux. La cotisation minimale de 63 euros, elle, est supprimée, ce qui, dans les faits, va réduire, voire supprimer la CVAE pour beaucoup de TPE-PME. Un autre changement, la franchise de TVA pour les entreprises qui travaillent avec d'autres pays de l'Union européenne. Son fonctionnement va désormais se calquer sur la réglementation européenne. Les entreprises qui réalisent moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires dans les pays de l'Union européenne pourront bénéficier de la franchise de TVA dans les pays où leur chiffre d'affaires est réalisé. Et enfin, une troisième évolution majeure, c'est celle des avantages accordés aux entreprises qui s'installent en zone de revitalisation rurale, les ZRR. Pour rappel, les entreprises bénéficient de façon temporaire et sous condition d'exonération d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, de CET, de taxes foncières et de certaines cotisations patronales. Ce dispositif était censé s'arrêter fin 2023. Ces avantages sont prolongés jusqu'au 30 juin 2024, sachant qu'un nouveau dispositif appelé France Ruralité Revitalisation sera déployé à partir du 1er juillet. Mais nous serons amenés à revenir vers vous sur ce dispositif dans nos futures publications. Merci pour ce tour d'horizon. Avant de passer aux évolutions qui concernent plus particulièrement les agriculteurs, est-ce qu'il y a des changements notoires pour les employeurs? Alors, il n'y a pas d'évolution majeure pour les employeurs. Il y en a quelques-unes malgré tout. Le SMIC et le plafond de la sécurité sociale ont été revalorisés au 1er janvier pour tenir compte de l'inflation. L'aide gouvernementale de 6 000 euros versée aux employeurs qui embauchent un jeune durant sa première année d'apprentissage est prolongée en 2024. Et enfin, un sujet qui suscite de nombreuses questions de votre part, la prime de partage de la valeur, PPV, évolue quant à elle. Elle peut désormais être accordée 2 fois par an. Les plafonds d'exonération de cotisations sociales sont cependant maintenus à 3 000 euros par salarié et par an, ou 6 000 euros sous condition. En revanche, pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui vous concerne majoritairement, l'exonération d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS n'est maintenue que pour les salaires qui sont inférieurs à 3 fois le SMIC par an. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il n'y a plus d'exonération d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS. D'ailleurs, sur ce point, notre prochain webinaire aura justement lieu sur le sujet de la PPV et permettra d'approfondir ce sujet. Passons maintenant à la dernière partie de notre webinaire, les mesures pour les agriculteurs. Jean-Paul, peux-tu nous les présenter, s'il te plaît? Alors oui, donc je vous propose de démarrer par la principale mesure qui concerne l'exonération des plus-values. Donc, un seuil d'exonération est créé spécifiquement pour les activités agricoles. Donc, les plus-values font désormais l'objet d'une exonération totale lorsque les recettes sont inférieures ou égales à 350 000 euros. Je vous rappelle que le précédent plafond était de 250 000 euros. Et les plus-values vont faire l'objet d'une exonération partielle et de manière dégressive lorsque les recettes seront comprises entre 350 000 euros et 450 000 euros. Le précédent seuil était de 250 000 euros et 350 000 euros. Donc, très important, cette mesure a un effet rétroactif. Donc, le nouveau seuil s'applique pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. Autre précision, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériel agricole ou forestier par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers, donc les ETA, bénéficient également de ce seuil spécifique. Très bien. En parlant de seuil, j'ai entendu parler que ça bougeait aussi sur les entreprises en micro-BA. Alors oui, la loi de finances 2024 prévoit donc que le plafond des recettes pour bénéficier du statut du micro-bénéfice agricole est fortement revalorisé. Donc le seuil qui était de 91 900 est porté de façon exceptionnelle, étant donné l'augmentation, à 120 000 euros. Donc cette mesure est applicable pour 2024 et 2025, avec une prochaine actualisation triennale qui interviendra en 2026 sur cette nouvelle base, 220 000 euros. Donc en pratique, le régime du micro-BA sera applicable de plein droit en 2024 aux exploitants dont la moyenne des recettes 2021, 2022, 2023 n'excède pas 120 000 euros. Très bien.
Et concernant les éleveurs, quelles sont les Alors, mesures? concernant les éleveurs, une nouvelle mesure, les éleveurs de bovins sont concernés par une nouvelle déduction temporaire pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes. Avec l'inflation, la valeur des stocks agricoles se trouve mécaniquement augmentée. Donc, pour limiter cet effet sur les stocks, une mesure de déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes est instaurée lorsqu'il est constaté à la clôture de l'exercice une hausse effective supérieure à 10% de leur valeur unitaire. On est très proche de la mesure de la DEP. Quelle est la période de référence pour observer s'il y a cette hausse de 10%? Alors, concrètement, par des exemples, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023, la hausse s'apprécie en comparant la valeur unitaire des stocks comptabilisés à la clôture 2023 avec celle des stocks comptabilisés à la clôture 2022. On peut également les comparer avec la valeur des stocks à la clôture 2021. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, la hausse s'apprécie en comparant la valeur unitaire des stocks comptabilisés à la clôture 2024 avec celle des stocks comptabilisés à la clôture 2023. Et à combien s'élève cette déduction? Donc, cette déduction sera de 150 € par vache, sachant que le montant total de la déduction pratiquée au titre d'un même exercice ne pourra pas excéder 15 000 €. Une petite précision, pour les GAEC, les EARL, le plafond de la déduction est multiplié par le nombre d'associés exploitants dans la limite de 4. Donc, un GAEC 4 associés pourra prendre une déduction de 60 000 €. La déduction sera rapportée au résultat imposable de l'exercice de cession ou de sortie de l'actif de l'animal. Une petite dérogation toutefois, si cette sortie est compensée par l'arrivée d'un nouvel animal dans les stocks. Donc, dans tous les cas, au plus tard, la déduction sera réintégrée au terme du 6e exercice. Il s'agit d'une mesure de lissage. Je déduis et je réintègre. Et enfin, j'insiste sur le fait que cette déduction sera fiscale et non sociale. Sur ce point, comme sur les sur ce point et sur les plus-values, nos comptables agricoles sont en train de regarder les impacts sur les clôtures déjà réalisées et intègrent déjà ces mesures dans les clôtures en cours. N'hésitez pas à réévoquer ce sujet avec eux lors de votre rendez-vous de clôture. Martin, de ton côté, est-ce que tu vois d'autres mesures agricoles à souligner? Alors oui, je vois quelques autres mesures qu'on pourrait citer. Alors, il y a tout d'abord l'exonération fiscale partielle des indemnités journalières, exonération qui s'élève à 50% et qui s'appliquera sur les revenus 2023. Il y a ensuite un renforcement du crédit d'impôt pour remplacement pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2024. C'est à hauteur de 60% pour les dépenses de personnel engagées pour congés au cours de l'année, et ça monte à 80% si les congés ont été pris en raison d'une maladie, d'un accident du travail ou encore d'une formation professionnelle. Les dépenses seront maintenant retenues dans la limite de 17 jours, contre 14 jours auparavant. De son côté, le crédit d'impôt HVE, haute valeur environnementale, lui, est prolongé en 2024. Et enfin, le plafond de la DEP, déduction pour épargne de précaution, est revalorisé. Il passe de 43 872 € à 50 000 €. Cependant, le plafond pluriannuel, lui, reste de 150 000 €, reste inchangé. Et puis moi, je citerai également deux mesures qui concernent la filière équine. Depuis le 1er janvier 2024, la TVA sur les cours d'équitation passe à 5,5%. Et depuis le 1er janvier toujours, les véhicules aménagés pour le transport de chevaux ouvrent droit à la déduction à la TVA. Alors, pensez à mettre à jour vos logiciels de facturation et de vous rapprocher de votre comptable pour les utilisateurs des outils Serfrance Connect. Merci à tous les deux. Je crois qu'on a fait le tour des principales mesures à retenir. Nous allons maintenant passer à la phase de questions. Pour commencer, j'ai justement une question à vous poser. Est-ce qu'il y a des mesures dans le paquet qui sont liées à l'énergie? Alors oui, j'en vois une, c'est celle de la reconduction du bouclier tarifaire des PME. Alors, le bouclier tarifaire est maintenu pour 2024 et il fixe un plafond du prix de l'énergie à 280 € du mégawattheure. Attention, ça ne concerne que les TPE qui ont renouvelé leur abonnement ou souscrit à un nouvel abonnement avant le 30 juin 2023. Et si vous aviez déjà été éligible à cette mesure en 2023, aucune démarche n'est nécessaire, si vous en avez déjà profité. Mais notez que pour l'instant, le prix de l'énergie est bien en dessous des 280 € du mégawattheure, donc le bouclier tarifaire ne s'applique pas pour l'instant. Alors, des mesures pour le maintien de l'agriculture biologique. Alors, c'est pas forcément lié dans l'initiation à la loi de finances, mais il y avait eu un renforcement du soutien à l'agriculture biologique qui avait été décidé en août 2023
suite aux difficultés budgétaires qu'il y avait eu sur le début d'année. Une deuxième enveloppe a été attribuée fin 2023 pour renforcer ce soutien à la filière. Alors, le prolongement du crédit d'impôt HVE concerne également l'agriculture biologique. Quel serait le montant maximum du crédit d'impôt? Si vous êtes si vous êtes en agriculture biologique et que vous êtes sorti de votre période de conversion, normalement vous êtes déjà éligible au crédit d'impôt agriculture biologique qui n'est pas cumulable avec le crédit d'impôt HVE. Donc c'est deux choses bien distinctes. Et donc voilà, si vous êtes en agriculture biologique, vous êtes éligible au crédit d'impôt agriculture biologique si vous ne bénéficiez plus des aides de la PAC. Donc ces deux aides ne sont pas cumulables. Non, ils ne sont pas cumulables. Non. Et le crédit d'impôt HVE, à l'heure actuelle, il est de 2500 €. Les taux de TVA ont évolué récemment. Est-il possible d'avoir un document détaillé sur les taux applicables? Il y a une liste des taux à jour qui est disponible sur Serfrance Connect. Oui, c'est toujours possible de donner des documents qui préciseront les taux de TVA. Néanmoins, la liste ne sera jamais exhaustive. Est-ce que ce seuil de micro-BA est toujours multiplié par le nombre d'associés? Bien sûr, bien sûr. Oui. Pour les GAEC, le seuil du micro-BA est multiplié par le nombre associé. Avec une limite? Oui, alors en fait, on a un calcul assez complexe puisque à un moment donné, on doit prendre 60% du chiffre d'affaires. Donc, en fonction du nombre d'associés, il faut s'adapter. Donc, on est limité à un nombre d'associés, mais un GAEC, 2, 3 associés, on multipliera le plafond par le nombre d'associés. Des questions sur les taxes sur les véhicules. Martin. Le seuil pour déclenchement du malus sur les émissions de CO2 a augmenté, a diminué sur l'achat des véhicules neufs. Et l'ensemble de la grille de pénalité est revu à la hausse. Et il y a également des évolutions sur la taxe annuelle sur les émissions de CO2, donc l'ancienne TVS. Elle voit également son barème augmenter. Et il en va de même pour le malus poids. À savoir qu'à partir du 1er janvier 2025, les véhicules hybrides seront également concernés par le malus poids, avec un abattement. On a une question sur l'avantage fiscal sur le GNR. À la TIPP, elle est pour le moment maintenue, mais il y a une suppression progressive, il y a une diminution progressive du remboursement qui devra aboutir à partir de 2030 à une suppression complète. Alors, l'exonération des plus-values est bien fiscale et sociale. Oui, tout à fait. Oui, l'exonération des plus-values. En fait, c'est une modification du seuil. C'est pas une modification de la règle d'exonération dans son ensemble. Donc, on joue sur le seuil. Donc, l'exonération des plus-values, je confirme, est bien déductible fiscalement et socialement. Effectivement, il y a des modifications de règles de calcul des cotisations sociales et on est très attentif. Notamment au niveau de l'exonération des plus-values sur les évolutions futures. Mais on parle là d'une échéance à terme de 2025. On n'est pas sur les cotisations sociales des revenus dégagés en 2023. Donc sur ce point, on l'a dit tout à l'heure, le comptable travaille actuellement dessus sur les clôtures qui sont déjà passées, et ces points seront pris en compte dans les clôtures qui sont en cours, puisque ce point-là est rétroactif au 1er janvier 2023. Qu'en est-il des aides vertes? Changement des luminaires dans les locaux professionnels. Qu'en est-il des aides pour l'achat de véhicules professionnels électriques et l'installation de bornes de recharge, panneaux photovoltaïques? Dans la loi de finances, il y a eu l'installation d'un nouveau crédit d'impôt, mais c'est uniquement pour les entreprises qui produisent, par exemple, des panneaux photovoltaïques, des batteries. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous mentionnez là. En revanche, pour l'installation de bornes, il y a en effet des mesures qui sont prévues pour les entreprises. Un crédit d'impôt en fait pour l'acquisition et l'apport du système de charge pour les véhicules électriques, qui a fait l'objet d'une modification. Les systèmes de charge non pilotables ne seront plus éligibles à ce crédit d'impôt. Seuls les systèmes de charge pilotables pour les véhicules électriques seront éligibles, qui permettront justement d'éviter les pics de consommation entre 18h et 21h. Le montant maximal du crédit d'impôt a lui aussi été revu. Il passe de 300 à 500 €. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci donc à tous pour votre attention. N'hésitez pas à solliciter nos comptables et nos conseillers si vous avez des questions complémentaires. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour notre nouveau webinaire qui sera porté sur la prime partage de la valeur qu'on a abordée tout à l'heure. Merci à tous et à bientôt.